l'église catholique romaine depuis ce dimanche 15 juin 2025, assassiné en 2007 à cause de son intégrité et du refus de la corruption de produits avérés en provenance du Rwanda. Le pape Léon XV l'a déclaré comme un modèle pour le jeune de la RDC et de l'Afrique plus de Léman dans cette édition. 2 avions de transport pour l'armée nationale destinés à faciliter la mobilité des officiers de FARDC pour une meilleure supervision de troupes. Vous verrez le vice-premier ministre de la Défense, Gu Kabombo Modiavita, procéder à la remise de son engin volant. Dans certains coins de la capitale, le phaéton braquage fait l'actualité. Cambistes, établissements financiers, supermarchés, voire même Lange Bar ne sont pas épargnés par ces criminels. Curieusement, ils opèrent avec des armes. La grande question de ce soir, où le trouvent-ils? C'est les dossiers de ces dimanches. Voilà tout pour le titre. D'abord, l'actualité. Commençons en bref et en image. Son nom sera cité dans chaque messe à côté de celui de Anouarité Nengapeta et Isidore Bakanja comme bienheureux. Floribert Boigna a été béatifié ce dimanche à Rome lors d'une messe de béatification. L'homme a été assassiné en 2007 à cause de son intégrité et du refus de la corruption de produits avérés en provenance du Rwanda. Le pape Léon XIV, qui s'est exprimé ce 15 juin 2025 depuis la place Saint-Pierre, a émis le souhait que son témoignage puisse donner courage, espérance aux jeunes de la RDC et de toute l'Afrique. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Rendons-nous tout de suite à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où la première ministre de la RDC a clôturé vendredi 13 juin 2025 la 20e édition de la DRC Mining Week. Devant les acteurs du secteur minier, Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer le contrôle de ressources naturelles tout en condamnant fermement l'agression du Rwanda en RDC. On commence avec Shimandondo Pompomba et Joe Patrick Koko. Coup de tonnerre au Pullman Caravia. À Lubumbashi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka frappe fort. Aucun accord ne récompensera l'agression du Rwanda en RDC. Depuis la capitale du cuivre, Judith Suminwa Tuluka a défendu une vision ambitieuse. Faire de la RDC un moteur industriel du continent. Le corridor de Lobito a été présenté comme une véritable colonne vertébrale pour l'intégration régionale. Le corridor de Lobito doit devenir un véritable corridor de développement, une colonne vertébrale autour de laquelle vont se greffer des pôles industriels intégrés, des plateformes logistiques et des zones économiques spéciales. Ainsi, nous voulons qu'à l'avenir, le corridor de Lobito porte le développement en amont et en aval et permettre une meilleure intégration régionale au service de nos populations respectives. Dans une ambiance électrique, la chef de l'exécutif central a clôturé la 20e édition de la DRC Mining Week. Entre patriotisme et promesses de réforme, cette DRC Mining Week se termine sur une note de résilience avec un message clair. La RDC verrait prendre le contrôle de ses ressources. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. C'est sur ces mots que je déclare officiellement close la 20e édition de la DRC Mining Week. Arrivée sous les ovations d'une foule nombreuse, Judith Suminwa a visité le stand du salon minier aux côtés de plusieurs membres de son gouvernement. Au laboratoire d'analyse chimique de Monsompo de Kolwezi, le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales a invité les artisanaux et industriels à visiter cette unité d'expertise. Il promet de faciliter les opérateurs miniers dans la recherche. Nadine Futuka. Les participants à la 20e édition de la DRC Mining Week
ont formulé une série de recommandations dans la synthèse des 3 jours de travaux intenses. Au nombre de celles-ci, précise le coordonnateur de la cellule technique des coordinations et des planifications minières, Dieudonné Ntamboué, et rapporteur de ces assises, figure entre autres l'orientation des fondements à la réalisation des fonds énergétiques pour booster le secteur minier et le renforcement du cadre juridique, mieux le respect de ce cadre. Selon le rapporteur Dieudonné Ntamboué, les participants ont privilégié aussi dans leurs échanges la formation des ingénieurs pour prévenir l'évolution du secteur et l'amélioration de la politique générale de la gestion qui tient compte des effets collatéraux de la réalité sur terrain. L'intensification de la recherche géologique et minière. Il était recommandé de maintenir un dialogue permanent et inclusif entre le secteur privé et le secteur public. La promotion d'une fiscalité incitative et ordonnée plutôt qu'une fiscalité punitive a été aussi la collaboration régionale pour plus de résilience de l'industrie minière africaine. Les participants, affirment le reporter, se sont préoccupés également de l'élaboration des projets gagnants-gagnants dans les secteurs miniers au bénéfice des consommateurs des produits des mines. Carrément de registre couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique s'y félicite de l'augmentation du budget de la santé de 15% au niveau national et provincial. La commission santé de cette 12e conférence au gouverneur appelle le gouverneur à une mobilisation de recettes. Robert Ndaye. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies. La 12e session de la conférence des gouverneurs appartient des jours passés et la commission santé de cette conférence appelle les gouverneurs à une mobilisation collective pour de la couverture santé universelle en action concrète. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, s'est félicité de l'augmentation du budget de la santé à 15% au niveau national et provincial. Des impressions très positives, bien entendu, avec l'engagement des gouverneurs pour consacrer un budget conséquent à la santé, c'est la première fois. Et l'engagement de toute la République pour que nos plus vulnérables accèdent aux soins de qualité, c'est vraiment magnifique. La couverture santé universelle était un enjeu majeur pour les systèmes de santé lors de cette 12e conférence des gouverneurs. Dr Samuel Roger Kamba a informé les gouverneurs des provinces de la mise en place des politiques visant à garantir l'accès à des soins de santé de qualité pour tous les Congolais, vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Sur instruction personnelle du chef de l'État, le ministre de la Santé publique supervise lui-même la réhabilitation et la construction de plusieurs établissements de santé à travers le pays pour réduire les disparités en matière d'accès aux soins de santé. À Mbujimaï, Tokoma Kinshasa, à Lubumbashi et au Lualaba, les infrastructures hospitalières sont en train de sortir des terres et mettre fin au transfert des malades à l'étranger. Titre d'actualité, la sécurité sociale, un processus inclusif qui prend en compte l'ensemble des agents de l'État. Le vice-premier ministre de la fonction publique a sensibilisé les enseignants et autres agents à Kolwezi. On retrouve nos envoyés spéciaux Nadine Kiloso et Moke Maluma. En mission officielle à Kolwezi, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a rencontré les enseignants et fonctionnaires de l'État pour présenter le nouveau système de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, en sigle. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce système intègre pour la première fois les militaires, policiers, enseignants et magistrats et inclut une nouvelle branche couvrant les accidents de travail et maladies professionnelles. Lorsque nous sommes arrivés en 2021, nous avons travaillé âprement pour essayer de renverser la tendance. Et en 2022, nous avons réussi à faire partir 10 900 agents à la retraite. Comme quoi, ce qui est important, c'est la volonté politique pour essayer de faire bouger le pays. Nous avons mis en place un plan quinquennal. Une bonne partie partira même à la retraite et ensuite, après, l'autre partie suivra.
au fur et à mesure. Et nous allons essayer d'accélérer en 2026, en 2027, pour atteindre la vitesse de croisière. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif de financement innovant de la retraite pour essayer d'aller plus vite pour certains services. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réaffirmé la volonté du gouvernement, sous la conduite de Madame la Première ministre Judith Suminwa, d'assurer une retraite digne et une protection sociale durable à tous les agents publics de l'État. Nous sommes rassurés que le fonctionnaire sera pris en considération dans l'avenir. Avec cette réforme, l'enseignant va retrouver sa valeur. Vous l'avez certainement remarqué depuis vendredi. Le gouvernement central a autorisé la circulation de poids lourds à Kinshasa, quel que soit leur tonnage, avec ces conditions, le respect du code de la route et de ne pas stationner sur la chaussée. Rodépanda. 3 semaines de paralysie d'approvisionnement de la capitale Kinshasa en biens de première nécessité, avec conséquence de la flambée des prix sur les marchés. Aujourd'hui, la route dégagée, la grève des camionneurs et chauffeurs transporteurs poids lourds élevés. D'intenses séances de dialogue et concertation ont été organisées d'abord avec le premier vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et les partenaires économiques. Ensuite, à Lukaya, dans le Congo central, entre le gouvernement central à travers la commission interministérielle composée de l'intérieur, les transports et l'économie, le gouvernement provincial et la délégation syndicale des transporteurs. Un compromis a été trouvé par toutes les parties concernées. Les conseillers Nico, représentant du VPM de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, chef de la délégation à ces négociations, et la délégation syndicale des transporteurs ont tour à tour fait la mise au point. On permet aux camions de venir à Kinshasa de 22h à 5h du matin. Ils peuvent entrer dans la ville, mais dans le strict respect du code de la route. À nos dirigeants, s'il y a des décisions à prendre, nous devons les mûrir tous ensemble. Les routiers, nous-mêmes aussi, nous devons être conséquents et faire vivre la route à tous les Congolais. Dès l'annonce de la levée de la grève, la reprise des activités de transport a suivi immédiatement. Il faut préciser que le problème des embouteillages n'est pas que l'affaire des camionneurs. Les usagers des transports urbains, motos, taxibus et taxis, avec des dépassements désordonnés, en sont pour beaucoup. La loi et ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent se mettre en action. La répression est une des méthodes qui accompagnent la loi. Je vous dis tout, oui, tout sur la semaine du président. En séjour à Kolwezi, dans le cadre d'une mission d'itinérance et de travail, le président RD congolais a inauguré une série d'infrastructures de base. Félix Tshisekedi a aussi donné le go de la 12e conférence de gouverneurs. Le prochain rendez-vous est fixé à Kwilu. Information divulguée lors de la clôture par le garant de la nation. Voici la semaine du président commentée par Pierre Kibambi Somoué. Lundi, le 9 juin 2025, Kolwezi, en effervescence, a accueilli le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Le chef de l'État a été accueilli en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à sa descente d'avion par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, avant de saluer le président du Sénat, des membres du gouvernement central, des notabilités du Grand Katanga et des gouverneurs de province, en séjour à Kolwezi dans le cadre de la 12e session de leur conférence. Mobiliser la population du Lualaba a réservé un accueil délirant au président de la République. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a inauguré le village des congrès de Kolwezi. La ville minière se dote d'infrastructures modernes pouvant lui permettre d'accueillir de grandes conférences internationales. Le village des congrès en est une. La salle principale des conférences de ce centre dispose d'un système de traduction des discours en différentes langues. L'on a aussi aménagé des salles pouvant abriter des panels, un restaurant et des appartements notamment. Le président de la République a inauguré aussi sur le site la salle polyvalente, une grande salle de spectacle ainsi que le bâtiment du nouveau gouvernement de province construit pour moderniser et améliorer le cadre de travail de l'exécutif provincial.
Poursuivant sa visite au travail à Kolwezi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mardi 10 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs de province placée sous le thème la santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable. Le chef de l'État a, dans son mot d'ouverture des travaux, exprimé sa profonde gratitude à la population du Lualaba qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux avant de s'y construire le bien fondé du thème de la conférence, la santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable. Dans la série des ouvrages construits sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, le président de la République a inauguré le bâtiment des directions provinciales des impôts et des recettes non fiscales du Lualaba. Depuis l'avènement de la province et de la décentralisation des services publics œuvrés dans des maisons prises en location par la province, la construction du nouveau bâtiment moderne vise à diminuer cette dépendance et à optimiser les conforts des services publics pour renforcer leur efficacité. En compagnie de la distinguée Première Dame, le président de la République a ensuite inauguré la clinique moderne du Lualaba, un imposant bâtiment construit pour améliorer la disponibilité et l'accès aux soins de qualité dans la dynamique de la couverture santé universelle et du 5e axe prioritaire du chef de l'État, à savoir la garantie de plus d'accès aux services de base en veillant sur l'extension des programmes, notamment la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et les programmes de développement de 145 territoires. Capitale mondiale du cobalt, Kolwezi se dote d'infrastructures aéroportuaires modernes répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le président de la République a inauguré le mercredi 11 juin l'aérogare moderne de l'aéroport de Kolwezi, une imposante structure d'une superficie bâtie de 1000 m². Le projet réalisé vise à soutenir le développement économique de la région, notamment en facilitant le transport des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a aussi inauguré la caserne des pompiers et l'échangeur routier de Kolwezi. Toujours au cours de sa visite de travail à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité en compagnie de la distinguée Première Dame l'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi, construit par le gouvernement provincial du Lualaba pour l'encadrement des enfants orphelins et abandonnés. Ce centre héberge 160 jeunes, parmi lesquels des filles et des garçons ainsi que 8 bébés. Tous les jeunes sont scolarisés et reçoivent des leçons complémentaires en coupe et couture et en informatique. Après l'orphelinat, le président de la République a visité la route Kolwezi-Solwezi qui relie les deux villes de la RDC et de la Zambie. Le président de la République est allé ensuite inaugurer le centre professionnel La Cité de la Commune dans la municipalité de Dilala. Il s'agit d'un projet conçu pour réduire la délinquance des jeunes à travers leur formation aux différents métiers. C'est aussi une réponse aux besoins des sociétés minières en termes de la main-d'œuvre locale qualifiée. Non loin du centre professionnel, le président de la République a aussi inauguré l'Institut pédagogique de Kolwezi. Ne disposant pas d'infrastructures propres pour son bon fonctionnement depuis le lancement de ses activités dans la province, l'ISP Kolwezi a évolué avec les statuts de locataires vivant au gré de ses bailleurs ou hébergeurs. L'ISP Kolwezi va désormais accomplir dans les meilleures conditions la mission qui lui est reconnue. Le vendredi 13 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a procédé au lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030. L'événement coïncidant avec l'anniversaire du chef de l'État le 13 juin, les gouverneurs et toute l'assistance ont souhaité joyeux anniversaire au président de la République. Titres qui ont agrémenté votre semaine qui s'achève, la 12e conférence de gouverneurs, la lutte contre le monkeypox et la mise en place d'un organisme public de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. La semaine en 5 avec Joséphine Liondo. De l'épilogue de l'affaire du meurtre du cadre de l'UDPS Kabassele Wampanga au constat fait par le ministre de l'Aménagement de la Ville sur l'obstruction
de certains acteurs de la capitale par des commerces pirates. La semaine qui s'est achevée a été révélatrice de plusieurs faits ici retracés. Top chrono en 5 minutes. L'Assemblée nationale a adopté 8 projets de loi autorisant la ratification de divers accords et crédits conclus avec des partenaires financiers internationaux pour un montant global de 1,3 milliard de dollars américains. Présenté par le ministre des Finances, ces projets de loi visent à soutenir plusieurs secteurs, notamment la gouvernance, les infrastructures, la résilience contre les catastrophes naturelles ainsi que la transformation numérique. Un an après son investiture, le gouvernement souminois dresse un bilan prometteur avec des résultats tangibles sur la maîtrise de l'inflation, la stabilité monétaire, la réduction des prix des denrées alimentaires et la relance de la production locale. Certes, les défis restent nombreux dans les secteurs miniers, énergétiques, mais les bases d'une économie inclusive et résiliente sont désormais posées. Le gouvernement central promet une justice sans état d'âme contre les criminels armés. Pour ce faire, une série de mesures ont été prises par le vice-ministre en charge de la justice, parmi lesquelles intensification des poursuites judiciaires, organisation des audiences foraines ouvertes au public et le transfert des condamnés vers les établissements pénitentiaires situés hors de la capitale. Dans l'entretemps, 9 condamnés à mort pour le meurtre du cadre de l'UDPS, le tribunal des grandes instances Kinshasa Matete a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre de Kabassé Wampanga, cadre de l'UDPS tué la semaine dernière dans la commune de Limete. Les prévenus membres du parti au pouvoir ont été reconnus coupables et condamnés à la peine de mort ainsi qu'au paiement de 200 000 $ américains de dommages et intérêts. Infrastructures et travaux publics dans la province du Lualaba, plusieurs projets avancent bien. Constat du ministre des ITP, c'est le cas de projet Ngouba Luboudi qui s'étend sur 145 km sur la RN1 et aussi le projet stratégique pour l'intégration régionale de la route Kolwezi-Sapabinda, longue de 53,6 km ainsi que la construction d'un pont à sec à arrêt unique. Les problèmes de la mobilité et des ouvrages publics qui freinent le développement de la ville capitale Kinshasa ont fait l'objet de la descente du ministre en charge de la politique de la ville qui a sensibilisé la population quinoise sur le respect de la salubrité publique et au bon stationnement pour éviter des embouteillages inutiles en vue de la bonne fluidité du trafic pour tous. Lutte contre la Mpox et le gouvernement congolais à travers l'Institut national de santé publique a réceptionné un lot important de 1 500 000 doses de vaccins dont du Japon et 100 000 doses supplémentaires dotées par la France. Ce don vient de répondre à un besoin exprimé par la population. Enfin, pour mettre en place un organisme public de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, la ministre de la Culture a lancé du 10 au 13 juin 2025 des consultations avec les corporations et associations culturelles. Ce rendez-vous marque une étape significative pour réfléchir ensemble aux fondations d'un système juste, inclusif et durable au service de créateurs. Je le disais à l'entame de cette édition, combistes, établissements financiers, supermarchés, voire même Longe-Bar ne sont pas épargnés par un film d'horreur, le feuilleton Braquage. Ces criminels opèrent avec des armes. Curieusement, la grande question de ce soir, où le trouvent-ils? C'est le dossier de ces dimanches. La recrudescence des braquages dans la ville de Kinshasa inquiète la population d'une part et interpelle les autorités d'autre part.
Les cas les plus flagrants récents enregistrés incluent des vols à main armée perpétrés en plein jour au rond-point des Huileries, au bar Mbélange du célèbre boxeur Martin Bakoli. À cela s'ajoutent des actes similaires commis dans une pharmacie et un commerce de la commune de Lemba, ainsi qu'au supermarché SK de Ngaliema. Cette série d'incidents relance les débats sur la sécurité des biens et de personnes dans la capitale. Je demande aux autorités du pays, particulièrement au vice-premier ministre de l'Intérieur, de s'investir pour éradiquer cette situation des cambriolages répétitifs dans la ville de Kinshasa. Que la sécurité soit de rigueur pour mettre fin à ces crimes. L'incident qui s'est produit dernièrement dans la commune de Lemba s'est passé en plein jour. Une situation qui a sémé la terreur à la population de ces coins. Que la police nationale prenne les choses en main. C'est notre propre pays. Nous devons vivre dans la quiétude, mais nous déplorons l'augmentation du taux de criminalité. Nous voulons vivre dans la sécurité. Il faut vivre très bien. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, chargée de la réduction de violences armées, se penche sur la question et dénonce la détention illégale d'armes. L'origine, elle est un peu complexe. Donc, c'est-à-dire, la plupart de ces armes proviennent des circuits illégaux, c'est-à-dire de détournement, des vols, mais aussi, bien que ce n'est pas si fréquent, nos stocks nationaux. Il y a des agents mal intentionnés qui utilisent les armes de l'État pour commettre ces forfaits. Donc, voilà un peu. J'avais dit qu'il faut sortir de notre zone de confort pour aller sur place, aller voir, surveiller même toutes ces armureries. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, la CNCLPC procède déjà au contrôle des armes, de toutes les armes qui circulent sur toute l'étendue de la République. Nous commençons par Kinshasa, Congo central, Kwango, et ça va s'éteindre sur toute la République. Pour mener à bien sa mission, la CNCLPC a besoin de l'implication active de la population. La population, c'est le premier élément des renseignements. Si la population est capable de dénoncer tout ce qu'il peut voir comme un mouvement suspect d'armes, c'est déjà très bon. Donc la collaboration entre la CNCLPC et la population est très importante parce qu'à partir de la population, nous allons avoir des informations que nous n'avons pas. Face à ces braquages à répétition, il est impératif que la loi de programmation de la police proposée au Parlement soit traitée en urgence afin de doter la police des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Savez-vous que l'avenir chrétien dans la commune de Kitambo est impraticable? Circuler ou rouler le jour comme la nuit est un risque. Les usagers de cette route demandent aux autorités compétentes sa réhabilitation. C'est le spectacle au quotidien. Sur l'avenue Chrétien au quartier Jamaïque, précisément sous le pont Makelele dans la commune de Kintambo. Selon les habitants du quartier, cette situation est voulue et entretenue par certains inciviques de ce quartier dans le seul but de créer l'insécurité. Des eaux qui stagnent, ce sont les infrastructures qui en pâtissent. Il faut donc un exutoire ou une motopompe pour charrier ces eaux vers des canaux appropriés. Un simple citoyen révolté de la situation qui ne trouve pas de solution, Deonkou Sokunzi a pris l'initiative d'assainir les lieux avec le concours des autres citoyens. C'est vraiment difficile d'y passer. Les véhicules de fois tombent en panne. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que c'était tout à fait normal en tant que citoyen, je puisse éventuellement, si c'est possible, si ça va se faire, que je trouve une solution. Donc j'ai pris dans mes deniers personnels et j'ai acheté une pompe susceptible de pouvoir pomper toute l'eau qui est ici. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va marcher. Donc c'est pas révolte. Je tenais absolument à ce qu'on puisse dégager cette eau pour qu'elle puisse s'arranger. Donc je pense que c'est un appel aussi que je lance aux autorités de Kinshasa. Oui, il y a l'OVD, il y a tout ce que vous voulez. L'autorité de Kinshasa doit prendre des initiatives, notamment à ce qui concerne ce qui se passe ici. On doit vider cette eau tout le temps. Bon, pour moi, à l'époque, ce pont porte le nom de l'ancien premier ministre Lunda Boulou.
il est construit selon les normes. Ce sont plutôt les buts bouchés qui ne facilitent pas l'évacuation des eaux vers la rivière Makelele. Un appel est lancé au ministre provincial des infrastructures et travaux publics afin de trouver des solutions à long terme. Vous avez certainement reconnu la voix de Iridis Kitutu. 2 antivaleurs sont bannis dans le rang de la police nationale congolaise. Certains éléments continuent à commettre des abus. L'inspection générale de la police emploie pour mettre hors état de nuire 6 éléments de la PNC. Pour vous, cette enquête d'investigation et de contrôle réalisée par l'inspection générale de la police nationale congolaise. Rodé Panda. Protéger la population et ses biens, c'est la principale mission régalienne assignée au service de la police. Cela s'inscrit dans le respect des droits humains tels que recommandés à toute personne humaine suivant les instruments juridiques et autres outils internationaux des droits de l'homme que la RDC a ratifié à l'instar de tous les autres pays du monde. En République démocratique du Congo, l'état des lieux est réalisé lors d'une mission de contrôle menée sur un échantillon dans quelques communes de Kinshasa, la capitale, notamment Kintambo, Bandalungwa et Ngaliema Pompage, révèle les violations récurrentes avec des arrestations arbitraires, détentions dans les cachots au-delà du délai légal et autres traitements inhumains. Le défi est donc énorme pour l'inspection générale de la police nationale congolaise, organe du contrôle et de la surveillance du comportement du policier. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga, directeur de la direction d'investigation de l'inspection générale de la police nationale congolaise, l'IGPNC, déplore la situation. Notre pays, il est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc nous avons les traités internationaux, les conventions, les traités, et puis nous avons les instruments nationaux comme la Constitution qui parle du respect des droits de l'homme. Au regard de ce que nous venons de faire sur le terrain dans la ville de Kinshasa, nous recevons des rapports des provinces. Pour le moment, l'état des lieux des droits de l'homme est à déplorer. Les actes que posent les OPJ, qui arrêtent les gens pour le fait bénin, pour le fait civil, ils dépassent les délais légaux de garde à vue, ils arrêtent les gens pour des infractions qui ne sont même pas codifiées dans les codes pénals. L'OPJ n'a pas le pouvoir de percevoir les amendes et de les mettre dans la poche, mais orientées vers le trésor public à travers les services de la DGRAT. La population victime apprécie le travail, mais elle fustige la lenteur dans l'expédition des dossiers. Les policiers nous arrêtent brusquement sur la chaussée avec risque de tomber. Des fois, on fait traîner des dossiers au niveau de social. Pour une lutte efficace contre les mauvaises pratiques de la part des policiers, il faut renforcer les actions de sensibilisation et contrôle interne pour le respect des droits de l'homme avec le processus de réforme de la police nationale congolaise. Les droits de l'homme, c'est le droit de pouvoir donc exercer ce qui est prévu par cette institution-là des droits de l'homme. C'est celui qui respecte donc respecte aussi les droits de l'homme. Sous l'impulsion de M. l'inspecteur général de la police nationale, nous sommes en train de lutter contre ces antivaleurs-là pour qu'ils puissent arriver à travailler tout en respectant les droits de l'homme. La police nationale congolaise est réglementée sur base de la loi fondamentale qui est la Constitution avec la loi organique et autres instruments internationaux. La mission de protéger la population en assurant la sécurité de ses biens demeure primordiale, d'autant plus que la RDC est signataire de tous les traités consacrés aux droits de l'homme. Madame, messieurs, notre chronique qui soit vous parle en ces termes. Je cite, « L'autorité de l'État doit s'y faire sentir à tous les niveaux. » Il poursuit même. Les chefs de quartier et bourgmestres ont une responsabilité dans la mise en œuvre de décisions prises au plus haut niveau. Edith Chala est votre chroniqueur. L'État est un tout. L'administration publique en est un levier essentiel. Cette conception garantit un fonctionnement où il est des institutions, mais surtout fait sentir l'autorité de l'État. Les décisions qui se prennent au plus haut niveau de la République ou des provinces souffrent du manque criant d'appropriation au niveau local, alors qu'elles devaient être considérées comme des dynamiques dans la machine. Vu l'immensité du travail, la décentralisation était la parade trouvée pour responsabiliser l'État d'en bas. La mayonnaise n'a pas encore pris, le fossé est toujours grand entre les décisions prises et les réalités de terrain. À Kinshasa, les exemples sont légion. Baba Leza ONZT, le gouverneur l'a décidé il y a quelques semaines,
Mais les routes sont toujours millions d'habitants, population du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de la Namibie. Les bourgmestres et les chefs des quartiers n'ont pas l'air de prendre au sérieux leur tâche. Le manque de moyens rendus tout le temps n'est pas le seul problème des notamment. Il y a aussi le manque d'imagination et l'absence d'initiative. La hiérarchie est l'idée de la répartition des charges. Si les bourgmestres se considèrent faisant encore avec l'autorité, l'État sévirait. Et il y a nécessité d'une véritable question pour redonner l'efficacité sur le terrain à l'action des pouvoirs publics. Dans le reste de l'actualité, une proposition de loi visant à lutter contre la drépanocytose a été déclarée recevable à la Chambre basse du Parlement au Congolais. Saluée par les députés, cette proposition de loi paraît comme une réponse à un problème de santé publique majeur. Animbalaka. Lentement et sûrement, la Chambre basse du Parlement est sur le point de clôturer sa session ordinaire de mars 2025 qui a été essentiellement riche en termes de production législative et contrôle parlementaire. C'est dans cette même optique que les députés nationaux ont procédé le vendredi 13 juin 2025 à l'examen des deux propositions de loi, notamment la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, ainsi que la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. S'agissant de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en RDC, premier texte à être examiné au cours de cette séance plénière, l'auteur, le député national Antoine Tabala, renseigne que la RDC est l'un des pays les plus touchés au monde par cette pathologie et occupe la deuxième place en Afrique après le Nigeria. Pour cet élu du peuple, il apparaît donc plus urgent de combler les vides législatifs constatés qui rendent difficile la mise en place d'une prévention efficace et d'une prise en charge adéquate de la drépanocytose. La drépanocytose ou anémie SS est la première maladie génétique en République démocratique du Congo. Elle constitue un sérieux problème de santé publique, un défi sociétal majeur, une menace pour l'unité et la stabilité de la famille, cellule de base de la nation, mais également une cause de vulnérabilité, une menace réelle pour le bien-être de la femme et de l'enfant dans notre pays. Nous avons affaire non seulement à la maladie, mais également à ses conséquences. C'est dans cette perspective, a-t-il souligné, que s'inscrit la présente proposition de loi qui, conformément aux prescrits de l'article 123.16 de la Constitution, apporte les innovations suivantes. Mettre en place un cadre institutionnel et financier adapté au financement public et privé pour la lutte contre la drépanocytose, ainsi qu'inciter la recherche scientifique sur les dépistages ainsi que les traitements innovants et curatifs. Renforcer la prévention en rendant obligatoire et gratuit les dépistages prénuptial et néonatal tout en intégrant les campagnes de sensibilisation sur la drépanocytose. Organiser la prise en charge efficace en garantissant l'accès aux soins de santé pour les drépanocytaires à travers la mise en place des centres spécialisés et des protocoles de soins adaptés. Renforcer la protection des droits des drépanocytaires en prenant des mesures spécifiques dans des milieux scolaires et professionnels afin de sanctionner toute forme de discrimination ou de stigmatisation. Au-delà de la RDC, à Genève, la RDC a pris part à la 113e session de la Conférence internationale du travail. La partie congolaise représentée, le ministre en charge de l'emploi a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'un travail décent, inclusif et durable. Jojo Ndibou. La tradition a été respectée cette année à Genève, en Suisse, avec la tenue de la 113e session de la Conférence internationale du travail. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nameto, qui du haut de cette tribune a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur d'un travail décent. Le patron de l'emploi a rappelé aux participants la situation socio-économique et sécuritaire de la partie est de la RDC. Au moment où je prends la parole du haut de cette tribune, une bonne partie de l'est de mon pays est sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs
terroriste M23/AFC. Les génocides subtils et systématiques contre le peuple congolais continuent d'être perpétrés dans leur propre territoire, et c'est au vu et au su de la communauté internationale. Parmi les participants, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga Wamutwabo, avec l'idée de faire la modernisation à travers des pratiques de l'informatisation, de la gestion et certaines applications que nous avons mises à profit pour passer d'une administration en papier à une administration beaucoup plus moderne, axée sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre de l'Emploi et du Travail de la RDC a émis le vœu de voir les conclusions des différents rapports et recommandations de cette 113e session attirer la conscience universelle. Toujours au-delà de nos frontières, l'importance du partenariat entre la RDC et la Chine dans le cadre de l'agriculture a rappelé à l'opinion chinoise par le ministre d'État congolais en charge de l'agriculture, Marie-Pascale Kalonga. Lors d'une interview accordée à la chaîne chinoise CGTN, Grégoire Mouchaïl-Mouton, ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la RDC, a souligné l'importance cruciale du partenariat bilatéral entre la RDC et la Chine dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Vous êtes venu en Chine cette fois-ci pour participer à cette 4e exposition entre la Chine et l'Afrique. Et en même temps, vous avez participé au symposium sur la promotion d'investissement en RDC en Chine à Changsha, dans la province du Hunan. Comment évaluez-vous ce dynamisme chinois dans l'investissement au Congo? L'opportunité que nous voyons avec les entreprises chinoises, si nous travaillons ensemble, donc il y aura des bénéfices communs. Des bénéfices pour la Chine et les bénéfices pour la RDC. Les Chinois et les Congolais ensemble pour développer la technologie naturelle et artificielle ensemble, nous permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Je veux que la Chine puisse s'intéresser aux minéraux qui intéressent l'agriculture. Le phosphate, la potasse, le calcaire, pour permettre à ce que nous puissions produire les engrais. Si nous avons des engrais, nous allons booster notre agriculture. Nous voulons que les produits agricoles de la RDC puissent remplir les tables des Chinois. Ce partenariat public-privé à travers un partenariat privé-privé. Nous restons disponibles et nous croyons recevoir beaucoup des entreprises chinoises, surtout des entreprises qui sont dans le domaine de la mécanisation agricole. Nous serons les bienfaits et cette coopération sera fructueuse et permettra à ce que les deux pays puissent créer des emplois. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Au pays, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a procédé à la remise de 2 avions de transport destinés à faciliter la mobilité des officiers de FARDC pour une meilleure supervision de troupes. Sandra Nyangui. Pas de répit pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, qui, après son retour tard dans la nuit en provenance de Kolwezi, ce samedi 14 juin, il a procédé à la remise des 2 avions de transport destinés à faciliter la mobilité des officiers des FARDC pour une meilleure supervision des troupes. Baptisé général de corps d'armée Maël Elio Kobokungu et général de corps d'armée Léonard Mulumbanyuni, dotés respectivement pour l'état-major général et l'état-major force terrestre, ces 2 engins volants entrent dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réformer et de redynamiser les FARDC. Nous avons une grande responsabilité qui nous a confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réorganiser l'armée de notre pays. Ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement, C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous atteler dans les prochains mois. Nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ces trinômes voient les jours. Ce sont ces outils de travail qui nous sont
confiée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Guy Kabombo Modianvita s'emploie activement à renforcer l'efficacité opérationnelle des FARDC dans le cadre de sa mission de mise en condition. Suivant la trilogie FEC, Mbandaka, 13e région militaire, vient de boucler le quadrillage du programme d'itinérance de 10 régions militaires existantes en vue de proposer des réformes uniformes et pertinentes, répondant ainsi aux besoins réels des FARDC. Titre avant de nous quitter. Il y a 5 ans que mourait Pierre Lumbi, cet acteur politique qui a marqué de son emprunt le passage politique. 5 ans après, ses sympathisants et sa famille biologique s'y sont souvenus de l'homme à travers une messe de suffrage en sa mémoire. Gu Matundu. Pierre Lumbi au Congo. Le souvenir de ces grands acteurs de la société civile des années 80 a été rappelé à l'assistance. Ses proches amis et connaissances ont organisé une messe de suffrage au cours de laquelle l'officiant du jour a rappelé la qualité exceptionnelle de cet ancien ministre des Affaires étrangères de Etienne Tshisekedi. Le participant à la messe était unanime et ont insisté sur le vertu de Pierre Lumbi, le fondateur du mouvement social pour la République. C'est un homme de grandes valeurs, un homme de conviction, un homme de courage, un homme qui fut très important dans la famille, comme aussi dans la nation, parce qu'il était vraiment un homme d'État très engagé pour la cause de son pays. Cet homme de conviction a été arraché à l'affection de siens il y a 5 ans. Et ceux qui l'ont rejoint dans le combat politique retiennent de lui l'image d'un homme rassembleur qui a su fédérer les hommes autour d'un idéal commun, l'amour du Congo. Ce natif de Bukavu était le fondateur de la toute-puissante Solidarité Paysanne, organisation qui a marqué les esprits pendant de nombreuses années. Par la suite, le proche et la famille biologique de cette grande figure politique sont venus se recueillir devant le mausolée érigé en sa mémoire. Pierre Lumbi s'en est allé, mais son œuvre reste à jamais gravée dans la mémoire collective nationale. Puisque vous informez, c'est un plaisir spécialement pour vous. C'est dimanche, c'est lundi 16 juin que l'UNAFEC de Kungua Kumwanza, d'heureuse mémoire, célèbre le 24e anniversaire de ses grands partis. Un appel à l'unité est lancé à tout Congolais pour honorer la mémoire du patriarche. C'est un propos recueilli par Christelle Liundula et Turbo Chimanga. Demain, c'est un grand jour pour l'Union nationale du Congo, UNAFEC, en sigle. Parce que ce sera le 24e anniversaire de ces grands partis historiques dans ces pays. En fait, c'est un grand parti de la République. Et au-delà d'être la célébration de l'anniversaire de l'UNAFEC, ce sera aussi la célébration de l'an 1, où on va faire le bilan du mandat de la présidente nationale depuis qu'elle a été placée à la tête de ce parti à l'issue de la 3e convention nationale. D'abord, il y a la messe qui va être célébrée à la cathédrale Notre-Dame. L'UNAFEC compte maintenant 19 fédérations à travers la République et 2 représentations à l'étranger. Et toutes ces représentations, toutes ces fédérations vont, n'est-ce pas, organiser des activités en rapport avec le 24e anniversaire. Parce que depuis une année maintenant, on a un dossier qui est pendant en justice, parce qu'il y a eu une dissidence. Et dans cette situation-là, ils ont joué avec l'opinion publique en faisant la malice. Et vous savez, du vivant du fait patriarche Kungwa Kumwanza, il avait offert, n'est-ce pas, au parti UNAFEC, la parcelle où abritait la fédération du Haut-Katanga. Mais malheureusement, qu'il n'y a pas eu mutation des noms. Aux autorités de la République, particulièrement à ceux de la justice et au VPM de l'intérieur, nous demandons à ce que ces dossiers puissent, n'est-ce pas, prendre fin. Donc, excusez pour la mauvaise qualité de l'image, indépendamment de notre volonté. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà tout pour votre journal magazine. Merci à Eurydice Kitutu, André Njeka, Yolande Voka, Alain Sodi, Olivier Polo, Anno Mouti, Romain Mbouta et Joséphine Liondo pour avoir réalisé cette édition. À toutes et à tous, bonsoir chez vous et à très bientôt.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Kigali sur la sellette révèle le quotidien. Washington exige le retrait des troupes rwandaises du territoire RD congolais avant la signature d'un accord entre Kigali et Kinshasa. L'étau se resserre autour du régime de Kagame. NBC News met à nu le régime de Paul Kagame, annonce la référence plus. Une enquête réalisée par ce média dévoile l'implication militaire directe du Rwanda dans la guerre à l'est de la RDC. Kagame claque la porte de la CEAC, rapporte Econews. Le retrait précipité de son pays du sommet de la CEAC à Malabo, en Guinée équatoriale, et son départ de cette organisation sous-régionale présage d'un isolement grandissant. La chef de la MONUSCO fait le déplacement de Goma, annonce le potentiel.cd. Bintou Keïta devra discuter avec le mouvement rebelle AFC 123 des priorités du mandat de la MONUSCO. Des conditions de vie précaires à la base de la mort de 12 personnes à Kaziba Walungu au sud Kivu, note le quotidien. Ces déplacés luttent non seulement contre la peur des affrontements, mais aussi contre la famine et l'insuffisance des soins de santé. Le lac Tumba a tué, titre dépêche.cd. Au moins 12 personnes ont péri dans le naufrage d'une embarcation sur ce lac dans le territoire de Bikoro, province de l'Équateur. Le vent violent qui a soufflé sur le lac serait la cause de ce drame. 506 millions de dollars destinés aux travaux de développement dans 20 territoires de la RDC, volatilisés dans la nature, affirme Vraie Thématique. Sur 511 millions déboursés, seulement 5 millions sont traçables, dénonce l'ONG CREF-DL. L'AFC 123 fait régner la terreur dans les territoires sous son occupation, à en croire le maximum. Plus de 10 personnes ont été tuées à Rutshuru et des habitations ont été incendiées. Des morts et des incendies dans un conflit coutumier au Kasaï central, selon Forum des As. Des familles coutumières se sont affrontées suite à un conflit foncier dans le secteur de Kamwandu. Le prix de viande de bœuf a pris l'ascenseur à Walikale dans le Nord Kivu, une livraison d'actualité.cd. À la base, une taxe instaurée par la rébellion de l'AFC 123 sur l'acheminement des vaches en provenance de Massissi. Les éléments de terrain, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est rendu dans 9 sur 10 régions militaires afin de palper les réalités et y apporter des solutions idoines. Les centres d'instruction et d'entraînement ont été passés au peigne fin dans le but de rehausser la qualité et les conditions de formation militaire. Résultat, relance des infrastructures militaires, modernisation des équipements de l'armée régulière. Pour faciliter la mobilité des FARDC, 2 avions de type Embraer 145 et Embraer 135 ont été dotés à l'état-major général et aux forces terrestres. Une première d'une série de 4 avions qui seront également dotés pour renforcer l'équipement de l'armée régulière et faciliter leur déplacement dans les zones opérationnelles. Nous avons une grande responsabilité qui nous est confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, de réorganiser l'armée de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en